bonjour à tous. Eh bien, nous voilà ici maintenant sur les rencontres africaines sur la séquence Tunisie. Qui est le pays de proximité, qui est le pays que peut-être les Français connaissent le mieux, puisque je crois que c'est l'un des pays dans lequel il y a le plus d'entreprises françaises qui sont implantées. On va demander la confirmation à Abdelbasset Ganmi, qui est le directeur général de Invest in Tunisia, et avec un très joli panel je vais vous présenter dans quelques instants. Donc Abdelbasset Ganmi, qui est directeur général de Invest in Tunisia, qui est l'agence d'investissement en fait de la Tunisie, et qui fait la promotion de l'investissement et de l'implantation en Tunisie, avec Hichem Turki, qui est le chantre, si on peut dire, de l'innovation en Tunisie, et qui a à la fois une plateforme, à la fois un cluster, enfin il va vous décrire un peu tout ça, qui a une très bonne expérience parce que par le passé, il a aussi aidé beaucoup de chez l'entreprise. Et Wassel Beriana, Wassel, voilà, de Proximity, qui est une des success stories tunisiennes, hein, une entreprise franco-tunisienne qui connaît un succès grandissant, qui ne saurait se démentir. Alors, on va commencer peut-être par le cadre général, parce que, monsieur le directeur général, on parle beaucoup de la Tunisie sur des choses qu'on connaît très bien, comme le tourisme ou comme le secteur automobile, sur lequel on sait qu'il y a quand même un certain nombre de choses, mais on n'y pense pas forcément tout le temps au niveau de l'innovation, ce qui est, je trouve, dommage, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'atouts tunisiens. Tiens, comment vous récapituleriez, vous, les atouts de la Tunisie, d'ailleurs? Merci Marc. Bonjour à tous les participants au webinaire ayant pour thème la Tunisie à l'ère de l'innovation, une destination à exploiter. En fait, l'innovation est aujourd'hui un facteur déterminant dans la différenciation et le positionnement des économies nationales sur la scène internationale. Sur le plan des IDE, le dynamisme de l'écosystème de l'innovation nationale, en fait, s'impose comme un critère de choix essentiel pour les activités à forte valeur ajoutée, mais également pour les activités de production traditionnelles qui tendent à se moderniser. Sur le plan des exportations, l'innovation est un atout marketing pour l'image des biens et services produits dans le pays. La Tunisie actuellement est bien identifiée comme un pays d'innovation dans les principaux classements internationaux et dispose d'un atout réel sur ce volet dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Forte de ses succès dans le secteur industriel, la Tunisie a également été saluée ces dernières années pour ses investissements dans des segments à forte valeur ajoutée tels que l'électronique, l'ingénierie, la technologie. Vous avez déjà parlé des autres industries, notamment les composants automobiles, les composants aéronautiques, mais surtout le bouillonnement des secteurs technologiques, notamment le secteur du numérique. Et l'industrie numérique tunisienne est pleinement engagée dans les technologies émergentes telles que le big data, le blockchain, les IoT. Donc vraiment, il y a une forte implication des entreprises tunisiennes et internationales basées en Tunisie dans des activités à fort apport technologique. Ok, merci, monsieur le directeur général. Alors, ce que je propose, c'est, je reviens vers vous. On va faire un petit tour de table pour que chacun dise un peu ce qu'il fait. Puis je reviendrai vers vous sur le cadre, notamment aussi un aspect qui est important, qui est l'aspect ressources humaines, qui me semble aussi un des aspects prépondérants en Tunisie. Hichem, bonjour Hichem. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu tes activités? Alors, excusez-nous, on connaît un peu avec Hichem depuis de nombreuses années, donc je me permets de le tutoyer. Mais ce n'est pas par manque de respect, au contraire. Donc, est-ce que tu peux nous présenter tes activités et ton pôle, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Donc, Novation City, c'est un pôle de compétitivité en Tunisie, à Sousse exactement. Et puis, nous avons comme mission de développer la coopération entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'industrie et l'entreprise en général, dans le domaine de la mécatronique notamment. Globalement, nous sommes une société qui gère
trois espaces d'activité économique de première qualité. Donc, nous gérons un technoparc spécialisé en mécatronique où il y a une école d'ingénieurs, il y a un centre de recherche en nanotechnologie, en microélectronique. Nous avons aussi un espace pour tout ce qui est prototypage rapide, un centre de ressources technologiques, en fait, qui est à la disposition des entreprises. Et nous avons bien entendu tout l'écosystème pour essayer de développer l'innovation avec le développement notamment des startups à travers un incubateur et une pépinière, un accélérateur, enfin tout ce qui est nécessaire pour développer les startups. Par ailleurs, nous attirons plein d'entreprises qui s'implantent sur nos parcs, que ce soit au niveau de la technopole ou bien dans le parc de services ou bien dans la zone industrielle, donc pour la production. Donc, toutes ces entreprises arrivent chez nous parce que nous avons un développement assez intéressant à travers l'écosystème. Et puis, nous avons aussi de la disponibilité de ressources humaines. Et nous travaillons surtout pour essayer d'être au service des entreprises et leur offrir une qualité d'espace et d'environnement très intéressant pour leur développement. Voilà Alors, ce que nous faisons. Oui. Hicham, est-ce qu'on peut prendre un exemple? Je sais pas, est-ce que tu peux prendre un exemple d'une entreprise ou dans un secteur d'activité que tu auras accompagné et qui utilise un peu toute la chaîne de valeur? De toute manière, là, on a avec nous Wassel, hein, Brian, du Proxim Group. Ça a démarré en tant que start-up au niveau de la pépinière Innovation City. Et maintenant, c'est devenu vraiment un groupe de développement qui est présent sur la Tunisie, mais notamment qui est présent essentiellement à l'international, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Et puis, il va nous présenter un peu ce qu'il aurait fait. La cible des entreprises que tu vises, c'est des entreprises IT, parce que enfin mécatronique, c'est assez vaste, hein, C'est très large. Ouais. très Alors, large. déjà, on travaille avec notre cluster, qui est un cluster national en Tunisie. Nous avons, disons, défini trois grands axes. Nous avons défini l'axe de l'industrie 4.0. Nous avons défini l'axe des smart cities. Et maintenant, avec le Covid, donc, nous avons défini aussi l'axe du device pour tout ce qui est device pour la médecine et le health, en fait, healthcare. Donc, à partir de là, nous travaillons sur ces trois axes. Et bien entendu, nous travaillons du plastique vers la mécanique et vers l'électronique et vers le digital. Donc, l'intelligence artificielle, l'IoT, tout ça, tous ces secteurs d'activité sont les activités qui se développent dans notre environnement. On parle beaucoup en France, alors je sais pas si toi tu le ressens après dans ton activité, mais du rapatriement de sous-traitance chinoise ou de co-traitance chinoise vers des pays plus proches, notamment la Tunisie. Est-ce que toi tu le sens dans ton activité? Exact. Nous avons beaucoup de demandes par rapport à ça. Effectivement, nous avons des entreprises déjà qui s'implantent, qui étaient en Chine, mais qui développent aussi des entreprises actuellement de plus en plus en Tunisie. Mais surtout pour les donneurs d'ordre aussi, qui s'intéressent beaucoup plus aux entreprises tunisiennes. Et c'est pour ça que d'ailleurs on travaille sur l'industrie 4.0, parce que c'est un élément qui est important pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande qui arrive justement et sur laquelle il faut vraiment qu'on se positionne et qu'on soit prêt. Donc, Merci. oui, actuellement, je peux vous dire que j'ai pratiquement une dizaine de demandes d'implantation au niveau de la production, notamment sur les zones industrielles pour des entreprises c'est une relocalisation, si on peut dire. Relocalisation dans un espace euro-africain. Wassel, Bonjour bonjour. tout le monde. Wassel est président de Proxim IT. Ça fait quoi Proxim IT, Wassel? Ça s'appelle Proxim Group aujourd'hui parce qu'on est devenu effectivement un groupe. Le nom Proximity, quand on avait démarré en 2006, c'était proximité dans l'IT, c'est un jeu de mots. Effectivement, depuis, on a bien évolué parce qu'aujourd'hui, on a des implémentations graphiques aux Émirats arabes unis, en France, bien sûr, notre marché historique, et il y a un grand centre de développement et d'innovation à Sousse, à Innovation City, comme l'a mentionné ici Hichem. Donc voilà, on est vraiment sur trois marchés, Europe, européen, africain et Moyen-Orient, avec un mélange
d'offres de services, mais également des solutions, notamment dans le secteur bancaire et assurance, et des prestations de services sur le secteur SmartGav et secteur Startup Innovation. Combien de personnes aujourd'hui, Proxim Group? 200 à Sousse, 220 dans le monde, et avec un grand plan d'investissement également en France, puisqu'on devrait passer fin 2021 à 250 partout et dans une trentaine à Paris. D'accord. Chapeau, hein, ça commence à devenir très important. Alors, toi, ta vision... Ça a démarré en deux personnes au niveau de la pépinière. Moi-même et deux stagiaires en fait. On avait carrément démarré très très petit. On avait au démarrage de Novation City, la Technopole, on avait encore des travaux en cours et donc on a fait du beau chemin depuis. Et la Technopole de Sousse, Novation City a fait beaucoup de chemin depuis. Et c'est vraiment un modèle pour moi, une consécration de dire on est capable d'avoir de l'innovation à 2 heures de l'Europe, à 1 heure de l'Europe, mais aussi en Afrique, puisqu'on a également des clients qui sont en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, et également des clients au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment une consécration de modèle. Juste par la petite histoire, l'Afrique, le nom Afrique vient de Efriqiya, qui est l'ancien nom de la Tunisie. Donc on est vraiment géographiquement, mais également par business, c'est un peu le modèle Proxim au carrefour de ces 3 marchés. Europe, Moyen-Orient et Afrique. Alors, toi qui as une vision transversale qui est apportée sur plusieurs marchés, notamment sur le marché français, alors, même si tu as pas bien le contrat aujourd'hui, est-ce que tu arrives encore, parce que je pense dans l'innovation, mais dans ton métier, je pense que le principal, c'est les ressources humaines. Hein, on reposera la question au directeur général après, mais c'est vraiment le facteur clé. Est-ce que tu trouves encore aujourd'hui, est-ce que tu as encore aujourd'hui les ressources humaines qui vont bien? Parce qu'on sait très bien qu'en France, dès qu'on parle IT, on dit ouais mais c'est la guerre quoi. On n'arrive plus à... Alors en fait, on a la chance à moins de 20 km d'ici, on a 4 écoles d'ingénieurs en IT. On a 6 écoles d'ingénieurs en IT, 2 privées et 4 publiques. Donc en moins de 20 km, autant dire qu'on n'a vraiment aucun mal à recruter. Et quand je dis recruter, notre campagne de recrutement de l'été, on a eu 800 candidats pour nous rejoindre. Donc il y a le côté brand de l'entreprise, mais également le côté vivier de ressources humaines qualifiées qui est très, très intéressant. Après, effectivement, comme la guerre sur le talent devient une guerre internationale, on a beaucoup souffert, comme beaucoup d'entreprises innovantes, surtout les entreprises comme nous qui sont un véritable laboratoire d'innovation et d'apprentissage pour ses collaborateurs et également de réalisation de projets innovants pour le client. Autant dire quand on a Proxim sur son CV, on se fait arracher partout dans le monde, y compris en France. Donc, on a également innové là-dessus, puisqu'en fait, on a monté en interne un programme qui s'appelle StartU, qui permet de faire la formation par alternance, donc avec une école privée dans la région. On recrute non seulement des nouveaux jeunes diplômés, mais on les recrute avant même leur diplôme avec un programme d'alternance qui nous permet finalement de les préparer par rapport à notre besoin et de le garder plus longtemps. Donc, j'ai envie de dire, oui, il y a des tensions sur les ressources humaines, mais les gens viennent à Proxim, les jeunes et les ingénieurs viennent à Proxim parce qu'ils savent qu'ils vont faire des projets innovants, ils vont apprendre, ils vont travailler sur vraiment des marchés très différents. Donc, on voit, nous, notre place, qu'il y a des marchés j'ai envie de dire, européens dans lesquels on a besoin d'avoir une productivité très immédiate, au sens technologique du terme, parce que les ressources humaines coûtent cher en Europe. On a des marchés dans lesquels la logique POC, Proof of Concept et innovation est assez intéressante. Je parle du Moyen-Orient où on a gagné beaucoup de projets, ministère de l'Intérieur, dans des ministères souverains, dans des marchés du Golfe, en mettant en place des POC, donc des Proof of Concept, montrer la valeur, et puis après décrocher des projets plus importants. Ça, c'est dans l'ADN tunisien de montrer la valeur, par exemple. Donc ça, on était capable de le démontrer. Et également des marchés africains dans lesquels on est vraiment un rôle de partenariat avec des entreprises locales dans lesquelles on partage ensemble le rôle, la proposition de valeur qu'on va livrer à nos clients. On a des cabinets de conseil tels que Deloitte qui nous accompagnent en Afrique. Il y a également des intégrateurs au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sur lesquels on travaille avec un partage de rôle et finalement une valeur multipliée pour les clients finaux. Et la Tunisie, là-dessus, en Afrique, elle a vraiment un rôle d'une très bonne réputation et d'un partenaire pour des pays africains, sûrement grâce à l'héritage de Bourguiba. Mais en tout cas, on a une idée de confiance et d'un partenaire qui est là, pas pour faire un petit coup et partir, mais plutôt pour faire des choses dans la durée. Je dis toujours que les Tunisiens sont des industrieux et sont des gens, effectivement, qui sont sérieux dans le travail. Tout ça, c'est aussi parce que, Wessel, parce que le coût des ressources humaines
est quand même, je pense, de mémoire, quand même assez nettement inférieur par rapport à l'Europe. Comment tu estimes le rapport de valeur, là, toi, de ton côté? En fait, pour garder des ressources, on est obligé d'augmenter nos salaires donc on est à peu près à une économie de 50% si je compare par rapport à l'Europe. On est vraiment sur la logique où on essaie de garder, on investit dans le middle management, des personnes très seniors, des architectes, etc., qui arrivent à atteindre des rémunérations assez élevées. Mais grosso modo, on a quand même des coûts qui sont à 50% moins chers que l'Europe, que la France en particulier, parce que l'Europe même est très, très variable dans ses coûts. Par contre, il n'y a pas que le coût. Je prends l'exemple de Moyen-Orient peut-être différemment. Aujourd'hui, on compte une trentaine de ministères et d'autorités publiques dans des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et Oman. C'est des pays qui sont sur lesquels on travaille soit en direct à travers des filiales, soit à travers des partenaires. Et même en ayant un daily rate qui est 3 fois plus cher que les Indiens, qui sont très présents historiquement dans cette région-là, on arrive à être plus compétitif et meilleur. Parce qu'on n'est pas uniquement dans l'exécution, en fait. On n'est pas seulement dans le build livré. On est vraiment dans le côté co-ideation et discuter, challenger les clients sur leurs besoins, leur proposer de meilleures manières de faire. Donc, on n'est pas que des exécutants. Et ça, je pense que culturellement, c'est dans notre culture en tant que Tunisien, mais aussi, je pense que c'est des choses que les clients apprécient. Parce que finalement, on sait, avec Proxim, on a non seulement on va te challenger par rapport aux besoins, on va vous dire, on n'hésite pas à dire à des banques, par exemple, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, pourquoi vous ne considérez pas ça alors qu'on est, ne serait-ce que ce type d'optimisation permet finalement de gagner sur des projets qui n'auraient pas qui auraient pas de sens. Donc en fait, il ne faut pas regarder que le daily rate. Je pense qu'il faut regarder la valeur au sens large. Et dans cette valeur-là, même si on est, par exemple, comme j'ai dit, par exemple, des pays comme l'Inde plus cher, beaucoup plus cher, ben, on reste très très productif et on propose de la valeur pour notre pays. Donc en fait, on a à peu près au moins 50% d'économie sur les tarifs européens, mais c'est pas que ça j'ai envie de dire, qui compte dans une relation, surtout dans le domaine numérique et digital dans lequel on parle de projets de transformation. Donc, dans la transformation, souvent, quand on démarre un projet digital, le périmètre du projet lui-même n'est pas connu au début du projet. Donc, en fait, c'est une journée qu'on démarre sur plusieurs mois, plusieurs années pour certains clients. Et cette journée-là, elle est enrichie, contient un rôle de prise d'initiative et de transparence et d'agilité et de challenging mutuel qu'on a avec nos clients. Et ça, culturellement, non seulement la Tunisie, on a une proximité culturelle, mais je dirais même une adaptabilité culturelle. On travaille par exemple avec des Suisses allemands. Autant dire qu'on penserait que les Tunisiens africains seraient culturellement très différents des Suisses allemands. Et malgré ça, on arrive à faire des livraisons avec des timelines très agressifs et des solutions qui sont dans le open banking, donc des choses très, très challenging du point de vue technique, parce qu'il y a vraiment cette adaptabilité et cette agilité dans les échanges. Bien, monsieur le directeur général, ressources humaines, c'est quand même la clé pour l'innovation, pour le développement. Mais il n'y a pas que, parce que je suppose que vous avez dû mettre en place, vous, une espèce de batterie d'avantages divers et variés pour attirer les entreprises européennes ou africaines, d'ailleurs, enfin, quelles que soient les entreprises étrangères, dirons-nous, sur votre sol. Quelle est votre stratégie là-dessus? Bien sûr, tout à fait. Ça a été déjà démontré par M. Wassel. Donc, le principal atout de la Tunisie, c'est les ressources humaines. C'est un concentré de talents à des coûts compétitifs. On a plus de 60 000 nouveaux diplômés par an, dont 18% des diplômés sont issus des filières de l'ingénierie, des sciences et d'éthique. La Tunisie est classée deuxième pays au monde en termes de diplômés en sciences et en ingénierie. Donc, à rajouter à ça, bien sûr, le coût. Donc, on est très compétitif. Le plus important, c'est qu'on est sûr qu'on va trouver des ressources humaines hautement qualifiées et à des coûts très compétitifs. Donc, il y a une disponibilité abondante des diplômés, notamment dans les filières d'éthique. Plus de 11 000 diplômés par an, dont 3 000 sont des ingénieurs et 75% spécialisés en ingénierie informatique. Le taux de chômage, en fait, des diplômés de l'enseignement supérieur est assez élevé et il peut atteindre jusqu'à 29%. Donc, c'est presque le double de la moyenne nationale. Il y a un autre facteur, c'est la disponibilité des compétences managériales. La majorité des entreprises étrangères sont à 100% gérées par des Tunisiens. Et c'est grâce à la disponibilité des compétences managériales à tous les niveaux. Le deuxième facteur, bien sûr, c'est la position géographique de
la Tunisie. On est à 1 heure de vol de l'Europe et à moins de 3 heures des principales villes du Moyen-Orient. On a un statut de partenaire avancé avec l'Union européenne, des accords de libre-échange avec plusieurs pays et régions, notamment l'accord d'Agadir qui regroupe 4 pays, en plus de la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, des accords de libre-échange avec nos voisins, et on a l'intention de renforcer notre intégration dans l'Afrique. On vient de joindre donc pour devenir le membre du COMESA, donc c'est l'Afrique de l'Est et du Sud et de l'Est, pour un marché de plus de 625 millions de consommateurs. On va intégrer également la zone de libre-échange prochainement de la CEDEAO, donc c'est ajouté à ça 325 millions de consommateurs. Et on a une intégration régionale et internationale, donc avec 52 conventions de non-double imposition et 54 bilatéraux de promotion et de protection des investissements. Mais pour l'innovation, je pense que le plus important également est le cadre légal qui est favorable. Donc, on a mis en place le Startup Act, qui est en fait un fonds de start-up de 100 millions d'euros qui vise à faire de la Tunisie une start-up nation au carrefour de la rive sud de la Méditerranée, la région MENA et de l'Afrique. Une série de 30 mesures spécifiques désignées à simplifier les procédures administratives et faciliter l'accès aux fonds pour les startups. Cette loi a remporté le prix du meilleur programme pour la catégorie climat des affaires lors du SMSI, donc 2020. La Tunisie a été classée 23e meilleur programme visa destiné aux startups, première dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. SWIBO, qui est le Startups Without Borders 2020. Rajouter à ça aussi le cadre de l'investissement favorable en Tunisie, donc l'investissement, une liberté d'investissement de la majorité des secteurs, une simplicité des procédures administratives et aucune restriction pour le transfert des bénéfices du capital et des plus-values, la protection de la propriété intellectuelle et les facilités d'importation et d'exportation avec des procédures douanières simplifiées et une série donc d'incitations substantielles aux activités à forte valeur ajoutée, des primes d'investissement de 15%, et des primes pour la capacité de l'employabilité, les réductions des taux d'impôt sur les bénéfices, primes d'investissement dans les zones de développement régional qui peuvent atteindre jusqu'à 30%, et la possibilité d'employer 30% de cadres étrangers jusqu'à la 3e année. Ça, c'est tout fait que la Tunisie dispose d'atouts indéniables pour accueillir des activités à forte valeur ajoutée. Oui. C'est Noël chez vous. Noël approche, donc c'est. Ah, mais c'est vrai. Et alors, quand on disait des incitations importantes et surtout un fonds d'investissement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le fonds d'investissement que vous avez créé, enfin, comment on y a accès? On y a accès en vous demandant à vous, ou est-ce qu'il y a un schéma spécifique pour y avoir accès? Et quels sont les types de tickets que vous mettez en termes d'investissement? C'est quoi? C'est 30% du capital? C'est plus? C'est moins? Comment ça se passe? Vous savez, il est géré par donc une équipe qui est dédiée. Les startups, ils doivent avoir le label. Donc, on a vu l'émergence de centaines de startups labellisées. Et ils commencent tous comme Proxima IT et après, ils sont en train de se développer à l'échelle internationale. Donc, vraiment, on a constaté, en fait, l'innovation était au cœur de la gestion du Covid-19. La Tunisie a vu beaucoup d'initiatives, en fait, se développer pour lutter contre cette épidémie et qui confirment la capacité de réaction par rapport à l'innovation du pays. Un certain nombre d'entreprises, dont celles étrangères, ont d'ores et déjà contribué à l'effort national. Certains ont pris la forme de dons ou encore réorientation de leur appareil productif afin de fournir du matériel et des solutions au secteur de la santé.
En fait, de telles initiatives illustrent clairement le fort potentiel du tissu industriel tunisien et la volonté de réunir le secteur public, le secteur privé et la société civile pour apporter des réponses à cette crise. Et je pense que cette situation est à valoriser sur le plan international. Très bien. On a beaucoup parlé enfin, aussi vis-à-vis de l'Europe, mais je prends un exemple. Puisqu'on parle d'innovation, on parle aussi de centres de recherche. Je suis une entreprise française qui voudrait potentiellement muscler son centre d'innovation. Je vais voir Hichem Turki et je lui dis, tiens, est-ce que vous pourriez m'héberger un centre de recherche ou co-créer avec moi un centre de recherche? Euh, Monsieur le directeur général, j'ai droit à quoi? C'était en fait, est-ce que vous allez m'aider à recruter ou est-ce que Hichem va m'aider à recruter? Est-ce que vous allez donner des incitations fiscales pour prenons un cas un petit peu plus concret. Voilà, j'ai 30 gars là qu'il faut que j'embauche pour mon centre de recherche. Je demande à Hichem de me les héberger là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi concrètement parlant? C'est les cas qu'on a tous les jours, hein, Marc. Effectivement, nous, on prend le dossier dès le départ. Donc, si quelqu'un veut s'implanter en Tunisie pour y implanter un centre de développement ou un centre de recherche, on prend le dossier pour la création de ce centre juridiquement, déjà. Et puis, par la suite, on assiste dans le recrutement, dans la recherche de toute son équipe de base au départ et par la suite aussi de tout le recrutement nécessaire. Et par la suite, bien entendu, on est là pour l'héberger, donc on a des espaces pour l'accueillir. Et nous avons créé justement à Novation City tout un environnement qui capte les ingénieurs. Les ingénieurs quand ils disent nous on travaille chez Novation City, c'est comme si c'était à Silicon Valley, quoi. Donc, c'est une reconnaissance pour leur qualité d'ingénieur, pour leur qualité de développement. Donc, quand ils sont chez Novation City, c'est là où il y a les plus grandes entreprises de développement et c'est là où chaque ingénieur souhaite travailler parce qu'il est reconnu dans cet environnement-là et il a de l'estime. Donc, réellement, nous, on prend le dossier dès le départ. On essaye avec toutes les organisations tunisiennes, hein, à partir de l'API, la FIPA, etc. Et on travaille avec eux la main dans la main pour l'aider à, disons, pour qu'il n'ait pas à souffrir ou à travailler avec l'administration. Donc, nous, on prend le dossier et on l'assiste dans tout le développement de son dossier dès le départ. Donc, et par la suite, bien entendu, si jamais il a besoin, en plus des gens qui vont travailler en permanence avec lui, on crée tout. Nous avons le cluster pour du travail collaboratif entre des startups, entre des entreprises. Et là, il peut encore multiplier sa capacité de développement à travers tout cet environnement dans lequel il va être implanté. Et il a la capacité, justement, c'est pour ça que nous avons de grands groupes actuellement qui s'intéressent, comme Sofrecom, comme Draxelmaier, qui s'implantent justement chez nous pour ça, parce qu'il y a cette capacité d'innovation. Et on l'a même vérifié, cette capacité, avec le Covid. On a lancé un challenge qui s'appelait Save Tunisia. Et à partir de là, on a eu vraiment beaucoup de nouvelles startups qui se sont créées pour développer des pousse-seringues automatiques, des robots pour tout ce qui est des infections. Nous avons vu aussi le développement de respirateurs, parce qu'il y avait la problématique de tous les respirateurs au niveau des hôpitaux. Donc réellement, on a démontré, nos jeunes ont démontré leur capacité d'innovation et leur capacité d'être porteurs de nouvelles idées et d'être créatifs et de pousser le projet jusqu'à la fin, en fait. Okay. Donc réellement, quand il y a une entreprise qui souhaite s'implanter, on est là pour l'aider et pour prendre tout son dossier dès le départ. Si je veux compléter ça, peut-être Marc, sur des choses concrètes. En fait, nous, on a par exemple des thésards pour un système très similaire à ce qui existe en France, le CIFRE, donc qui s'appelle Mobidoc chez nous. Donc en fait, des thésards qui sont cofinancés par l'Association tunisienne de recherche. Donc ça nous permet d'avoir des gens qui travaillent sur des problématiques de moyen terme de recherche, donc hébergés chez nous et avec des aides financières de recrutement. On fait également ce qu'on appelle de VRR, donc des travaux de valorisation de recherche avec des laboratoires, l'école polytechnique de Tunis, donc sur la thématique GDPR, hein, c'est une norme européenne sur le privacy, mais on fait de
la recherche orientée autour de ça, parce que c'est une demande non seulement demandée par nos clients, mais également, je pense que c'est une tendance globale qui va s'internaliser, donc tout ce qui est protection de la vie privée. Donc, en fait, il y a des aides autour de ça, mais on ne vient pas à la Tunisie pour les incitations en général, on vient vraiment pour le capital humain, et aussi pour, je dirais, la mobilité. Quand vous avez un centre de développement, nous, on a des collaborateurs qui se déplacent au Sénégal, Côte d'Ivoire, Oman, Qatar, UAE. Quand vous avez des ressources qui sont polyglottes et qui sont mobiles, et en plus, quand elles partent en mission, elles sont contentes, elles sont demandeuses de ça, ben, quand vous développez des solutions que vous avez besoin de les intégrer, vos propres solutions, mais aussi des solutions de vos partenaires, qui peuvent être des éditeurs tierces. Nous, on est à un certain moment un intégrateur régional, on est toujours de IBM, par exemple. Ben, quand on va intervenir sur des projets partout au Moyen-Orient ou en Afrique, les collaborateurs sont vraiment demandeurs et sont ravis de pouvoir partir. Et c'est une richesse, la mobilité. Je rentre au Gabon, je suis binational franco-tunisien, moi je rentre au Gabon avec mon passeport tunisien, sans visa, alors qu'un Français aurait besoin d'un visa. Donc en fait, la mobilité par rapport à l'Europe, en général, beaucoup de nos collaborateurs, ils ont tous un visa d'affaires pour pouvoir se déplacer dans la zone Schengen. Donc cette mobilité internationale, mobilité intellectuelle et mobilité géographique, elle est appréciable quand on est un groupe qui veut faire de l'innovation, qui veut aller proche de ses clients, donc avec la mobilité géographique aussi. Donc c'est un élément important. Peut-être un élément aussi, je trouve que c'est… Moi, j'ai eu la chance de travailler en France et aux États-Unis dans le passé. On a un pourcentage de féminité qui est très intéressant en Tunisie. On a pratiquement, nous, au Proxim, presque 40% de nos ingénieurs qui sont des ingénieuses, en tout cas des ingénieurs femmes. Et ça, quand on est dans le digital et quand on est dans aussi dans le retention, c'est des éléments très, très appréciés. Ça contraste beaucoup avec ce qu'on peut trouver dans des pays plus développés où on a en général l'industrie IT n'attire pas beaucoup le sexe féminin. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et par rapport à la richesse des idées, mais aussi par rapport à la retention de ressources, etc. Ok. Alors, merci de la transition, Russell. C'est vrai que pour finir aussi, alors, tu as parlé d'Afrique. L'Afrique, monsieur le directeur général, est-il aussi pour vous une cible prioritaire de votre politique d'implantation et d'innovation? Est-ce qu'il y a des pays en particulier en Afrique qui sont pour vous des pays cibles? Tout à fait. Je pense l'Afrique a un fort potentiel et on travaille en fait avec plusieurs pays partenaires, que ce soit d'Europe ou d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Je cite l'exemple du Canada. C'est dans le cadre de la coopération triangulaire, c'est-à-dire un investissement du Nord avec des compétences tunisiennes pour des projets en Afrique. Donc, on a l'intention et on présente en fait la Tunisie comme une plateforme pour l'Afrique. Donc, ça, c'est un avantage de plus, c'est-à-dire les entreprises étrangères, elles peuvent s'installer en Tunisie, que ce soit pour le marché local ou pour le marché, l'export dans leur marché ou envisager éventuellement des opportunités en Afrique. Vraiment, c'est un axe très important et ça, c'est valable pour les entreprises européennes ou des entreprises asiatiques. Et on voit très bien que ces pays-là se positionnent en Tunisie pour cibler le marché africain. Donc, je dois également mentionner qu'on travaille actuellement avec l'appui d'Expertise France sur la création d'un branding de l'innovation qui devrait en fait permettre de fédérer les initiatives publiques et de les positionner dans une stratégie globale, articulant un objectif général d'attractivité et un positionnement innovation. De plus, le positionnement de la Tunisie comme pays innovant sera un atout supplémentaire dans les nouvelles stratégies économiques des pays du voisinage méditerranéen. Ça prouve que la Tunisie est bien engagée d'être un pays d'innovation et offre des opportunités réelles aux investisseurs étrangers venant d'Europe ou d'autres marchés importants. Très bien. Oui, vas-y, Si je peux rajouter un petit mot, c'est-à-dire que nous aussi, dans notre programme de développement des startups, on les accompagne sur les marchés africains, on les accompagne là où il y avait des salons. Maintenant, avec le Covid, c'est plutôt des webinaires, mais sinon,
on a participé avec plusieurs startups locales sur des salons au niveau du Rwanda, au niveau de la Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique pour justement déjà présenter tout le savoir qui est développé en Tunisie, mais surtout pour être partenaire sur ces marchés-là et comme l'a dit Wassel, c'est-à-dire s'y implanter et développer des choses, voire avec des partenaires européens qui travaillent déjà avec certaines startups de Novation City et qui ont la volonté de développer encore plus leurs activités sur l'Afrique. Donc réellement, l'Afrique pour nous aussi constitue un marché qui est important sur lequel nous devons nous positionner et nous sommes en train de nous positionner en étant présents avec toute notre innovation, si je peux dire, sur ces marchés-là. Notamment pour tout ce qui est service pour les entreprises, l'industrie notamment, et puis la transformation de l'industrie en industrie 4.0, parce que nous avons développé même un incubateur ici pour essayer de travailler sur des technologies pour le passage des entreprises vers un niveau supérieur en industrie, sur la connectivité, sur les IoT, sur tout ce qui peut être important par rapport à une industrie actuellement plus ou moins manuelle, pour la rendre beaucoup plus mécanisée, connectée et surtout avec la récolte de la data et pouvant prendre des décisions immédiates et instantanées. Donc l'Afrique, c'est un marché très important pour la Tunisie. Ah oui, très clairement, l'aspect go-between, effectivement, de la Tunisie par rapport à l'Afrique. Voilà, on dit toujours Afrique, Méditerranée, Europe. Et mon ami Jean-Louis Guigou dit souvent, oui, effectivement, la place du Maghreb et de la Méditerranée est sans doute une place prépondérante entre l'Europe et l'Afrique, à la fois pour les entreprises africaines qui veulent mieux conquérir l'Europe et à la fois pour les entreprises européennes pour arriver à être plus compétitifs sur l'Afrique. Donc, c'est vrai que ça paraît totalement évident. Messieurs, merci. On arrive au bout de cet atelier. C'était fort intéressant. Alors, honnêtement, c'était très pratique. Donc, merci à vous tous parce que là, pour le coup, on est vraiment entré dans le détail de ce qui peut se faire, de comment ça peut se faire. Je signale à nos auditeurs que la FIPA, on la retrouve dans les e-exposants. Donc, si vous voulez contacter la FIPA, c'est pas compliqué. E-exposants, vous demandez un rendez-vous, vous discutez avec de l'asset Gami, avec ses collaborateurs. Ça sera très simple. Dans le chat, vous avez pu poser vos questions, mais comme vous le savez, la plateforme reste ouverte pour les 6 prochains mois. Donc, ça sera parfaitement simple pour vous. Si jamais c'est pas tout de suite, ça peut être après. Voilà. Donc, merci à vous tous. Alors, je vais vous dire que je peux témoigner aussi, nous aussi, parce que on est nous-mêmes implantés en Tunisie, et je peux vous dire que tout ce qui a été dit, eh ben, c'est bien une réalité. Je le certifie. C'est la vérité vraie. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir participé à cette conférence. Merci, Hichem. Merci, Wassel. Et bien, à très très bientôt sur la plateforme par chat.